en partenariat avec le cabinet Gedeon Morales, votre partenaire de confiance pour toutes vos démarches liées à l'immigration. SAC Nouveau est dédié à l'information et à l'accompagnement des immigrants haïtiens sur les questions migratoires aux États-Unis et à l'international. Notre objectif est de vous fournir des analyses claires, des conseils pratiques et des ressources essentielles pour faciliter votre intégration et protéger vos droits. Restez connectés à CTN pour des informations fiables et actualisées. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou préoccupation concernant votre parcours migratoire. Ensemble, construisons un avenir meilleur. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour la présentation de cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Anwen Yous. Elle est directrice de stratégie juridique à l'organisation Human Rights First, une organisation non gouvernementale évoluant dans le domaine de la défense des droits des immigrants aux États-Unis et dans d'autres pays notamment. Avec Madame Yous, nous allons voir la décision de la juge Talwani concernant le programme CHNV, donc Haïti, Cuba, Venezuela et Nicaragua. Madame Yous, bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, pareillement. Je vous ai présenté comme directrice stratégique de Human Rights First. Est-ce que vous avez quelque chose à corriger ou bien ajouter sur la présentation? Non. Enfin, je travaille spécifiquement dans les programmes de Human Rights First qui portent sur les droits des réfugiés. OK. Donc, parlez-nous un peu de Human Rights First. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes une organisation non gouvernementale qui œuvre aux États-Unis depuis 1978 pour essayer d'assurer une cohérence entre le droit national et les obligations des États-Unis en matière de droits de l'homme. Et les droits des réfugiés font partie de ce travail depuis le tout début. On avait d'ailleurs dans les années 70 et fin des années 70 et dans les années 80 fait énormément de travail par rapport à la situation des réfugiés d'Haïti à l'époque. Et on y revient en quelque sorte. Le cas dont on va parler aujourd'hui, en fait, ce n'est pas une affaire qui porte sur les droits de réfugiés en tant que tels, dans la mesure où certaines des personnes qui sont entrées aux États-Unis par le biais du programme qu'on appelle CHNV ne sont pas forcément réfugiés. Il y a des gens qui sont venus pour des raisons familiales ou autres, mais beaucoup le sont. Et donc, on a estimé qu'on avait un intérêt à travailler sur ce cas pour cette raison. Human Rights First fait partie des organisations, de la coalition des organisations ayant déposé la plainte contre l'administration Trump et pour avoir révoqué le statut légal des bénéficiaires du programme Biden, comme on l'appelle en Haïti. Parlez-nous un peu de cette démarche, de la plainte que vous avez déposée, comment ça se passe? OK. En fait, c'est une plainte qu'on avait déposée en partenariat avec une organisation amie qui est le Justice Action Center, qui avait beaucoup travaillé sur ces programmes, sur la défense des programmes de ce qu'on appelle parole liés à des catégories de personnes sous l'administration de Biden. Mais à l'époque, il s'agissait plutôt de défendre la légalité de ces programmes contre des attaques qui venaient en général de gouvernements d'État qui étaient hostiles aux immigrés en général et hostiles à ces programmes de façon particulière. Et Justice Action Center avait réussi à bloquer ces démarches à l'époque pour essayer de les annuler. Et donc, on s'est joint à eux pour cette fois-ci pour essayer de défendre ou plutôt de mettre en cause l'annulation de ces programmes et aussi l'annulation du statut individuel donné à des individus qui étaient entrés à travers ces programmes sous l'administration actuelle.
La plainte a été déposée, voyons quand, la plainte a été déposée au mois de mars. En fait, on a déposé ça en plusieurs phases et je crois que c'est ça qui génère une certaine confusion parmi les avocats et aussi parmi les membres de la communauté, dans la mesure où on savait depuis le début que l'administration avait un projet par rapport à ces différents programmes, les programmes qui avaient permis à des citoyens de Cuba, du Nicaragua, d'Haïti et du Venezuela de demander une permission d'entrée aux États-Unis avant de voyager. Et il y avait aussi un programme similaire pour les Ukrainiens. Il y avait eu des démarches analogues par rapport aux Afghans qui étaient venus suite à l'évacuation américaine d'Afghanistan en 2021. Il y a un programme pour permettre l'unité familiale des membres des forces armées qui travaillent un peu sur les mêmes principes. Et il y avait aussi quelque chose qu'on appelait le programme de parole de réunification familiale. Et disons qu'il était assez évident depuis le début de cette administration qu'ils avaient le projet non seulement d'annuler ces programmes, mais aussi d'enlever le statut légal des personnes qui étaient toujours couvertes par ces programmes, avec le but ensuite d'essayer de les expulser de façon sommaire. La difficulté, c'est que toutes ces décisions n'ont pas été prises en même temps. Et évidemment, on ne peut pas porter plainte contre le gouvernement pour quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Et du coup, on a eu à déposer des plaintes successives. Et les décisions de la justice aussi viennent comme ça, de façon étalée. Donc, cette décision qu'on a vue le 14, c'était la première de ces décisions qui portait en fait sur la deuxième version de la plainte qu'on avait déposée. Et cette plainte-là porte en particulier sur la décision du département de sécurité intérieure qui visait à éliminer le programme CHNV, mais aussi mettre fin au statut juridique des personnes qui étaient ici avec un statut de parole toujours valide, et aussi du même coup d'annuler les permis de travail qu'ils avaient qui étaient associés à ce statut. Donc il y a beaucoup d'autres aspects de la plainte qui sont encore en cours de traitement au niveau du tribunal. C'est exact, c'est justement ça. Et certains de ces autres aspects avaient été soulevés dans la première plainte et la première plainte ajustée qu'on avait déposée initialement. Notamment pour les gens qui sont ici aux États-Unis, je crois pour les personnes qui sont couvertes par le parole CHNV, je crois qu'un des plus importants aspects qui reste à être décidé, c'est une décision de DHS pour suspendre le traitement des autres demandes de statut migratoire ou de permis de travail ou d'autres pétitions de ce genre qui ont pu être déposées par des personnes qui étaient entrées initialement aux États-Unis à travers le programme CHNV. Et cette question-là, c'est toujours une question qui est vivace, qui est en cours de décision devant le tribunal. C'est simplement que la juge a décidé de traiter ensemble les questions qui surgissaient de l'annonce de DHS qu'ils avaient publiée dans le journal officiel pour mettre fin au parole individuel des personnes qui étaient entrées par le programme CHNV. Mais on s'attend aussi à recevoir une décision sur ces autres thèmes. Donc, il n'y a pas d'autres séances d'audition programmées sur les autres aspects de la plainte? Pour le moment, non. Pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'on a déposé une série de plaintes avec ajustement au fil des événements, et puis on a eu une série d'audiences et qui se répétaient un peu pour ceux qui ont pu être présents. Il y avait pas mal de recoupements sur les thèmes entre ces différentes audiences. C'est parce que
certains des mêmes problèmes surgissaient dans chaque plainte. Donc, on a eu une série d'audiences. Je crois que la juge a décidé de procéder par ordre d'urgence, chose qui se comprend. Et donc, elle était très focalisée sur les problèmes du programme CHNV et de la suspension de parole des personnes qui étaient entrées par le CHNV, parce que pour ceux qui ont ce statut actuellement, qui est toujours en cours de validité, vous savez que c'était censé prendre fin le 24 avril. C'est dans 5 jours, c'est pas de la blague. Il y avait des personnes qui avaient déjà commencé à perdre leur travail à cause de ce problème. Alors, elles voulaient au moins délivrer cette décision dès que possible. Et c'est ce qui s'est fait. Ce qui se passe en ce moment, c'est que le gouvernement a déjà annoncé son intention de faire appel. Ils ont déposé un avis dans ce sens devant la Cour fédérale du premier circuit, comme on dit, qui gouverne le tribunal de première instance à Boston. Et il est possible ou probable qu'ils essayent aussi de demander au tribunal d'appel, à la cour d'appel, de suspendre la décision du juge en attendant la fin de l'appel. Mais ça, c'est quelque chose qui ne s'est pas encore fait. Alors, sur le plan pratique, pour les gens qui sont affectés par cette décision, il est important de savoir que la décision de la juge Talwani est en effet, en ce moment, et jusqu'à nouvel ordre. Mais maintenant, il y a des gens qui prennent la décision de la juge comme une sorte de prolongation du programme CHNV, c'est-à-dire les gens qui étaient venus, qui ont 2 ans dans le cadre de ce programme, ils pensent que, en fait, certains d'entre eux pensent que ce programme, en fait, cette décision prolonge leur temps ici aux États-Unis s'ils n'avaient pas d'autres statuts. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications sur cet aspect? Tout à fait. Comme vous l'avez indiqué, vous sembliez l'indiquer, c'est un malentendu. D'accord? Donc, la décision qu'on a obtenue de la juge Talwani, je crois qu'on peut comprendre ça comme étant, en quelque sorte, une mesure conservatoire. C'est-à-dire, elle bloque l'effet des décisions qui ont déjà été émises pour mettre fin au statut de parole de tous ceux qui l'ont en date du 24 avril. Le résultat de tout cela, c'est que les gens se trouvent maintenant dans la même situation où ils étaient avant la publication de cette annonce dans le journal officiel. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes ici avec un statut de parole, et désolé que j'emploie ce terme, c'est simplement que ça n'a pas vraiment d'équivalent exact en français, et tout le monde semble utiliser ce terme dans les différentes communautés de toute façon. Mais donc, si vous avez un statut de parole ou de permission d'entrée qui, disons, était censé expirer en novembre 2025, le résultat de la décision de la juge Talwani, si elle tient, c'est que votre parole va toujours expirer en novembre 2025, mais il ne va pas expirer le 24 avril. Et disons que c'est dans ce sens que la deuxième décision qu'on attend toujours va être importante, parce que le problème, c'est que la plupart des gens qui étaient entrés avec ce programme, à travers ce programme CHNV, pour la majorité d'entre eux, c'était un pas vers quelque chose de plus durable. Pour la plupart des gens, certains pensaient effectivement passer 2 ans ici et puis rentrer chez eux. Mais pour beaucoup d'entre eux, ils empruntaient cette route parce que soit ils avaient, par exemple, des proches qui avaient déjà fait des demandes de visa d'immigrants pour eux, et ils voulaient attendre le traitement de ces dossiers depuis les États-Unis, ou bien ils avaient l'intention de déposer l'asile et ils ont suivi les exhortations de l'administration Biden de faire ça à travers ce programme, si possible, plutôt que de se présenter à la frontière sud. Ou bien ils voulaient faire d'autres demandes de résidence permanente à travers le travail ou pour des raisons professionnelles ou autres. Et donc, le problème, c'est qu'actuellement, le traitement de ces autres dossiers est suspendu, ce qui laisse les gens dans une situation où ils n'ont pas la possibilité actuellement d'accéder à un statut plus durable. Alors, on avait également demandé à la Cour de bloquer cette décision-là, et on attend toujours une décision sur ce point. Mais pour le moment,
pour le moment, l'effet juridique de la décision de la juge Talwani, c'est que pour les gens qui sont actuellement ici aux États-Unis avec un parole à travers le programme CHNV spécifiquement, qui est toujours en cours de validité, vous restez ici avec ce parole qui devrait rester valide jusqu'à la date marquée initialement sur votre document I-94. Et pardon, j'ai aussi une observation sur ça, mais je parle depuis longtemps. Non, mais vous pouvez continuer. D'accord. Je voulais simplement noter qu'on a eu un petit problème dans ce sens d'adhérence ou de conformité des actions gouvernementales avec la décision de la juge, dans le sens où on s'est vite rendu compte, et certains d'entre vous vous êtes peut-être aussi rendu compte, que malgré la décision de la juge, si vous alliez vérifier sur le site web de USCIS ou bien dans votre propre compte, I-94 ou autre, que la date limite du 24 avril restait dans ces documents-là. Et on a soulevé ça avec le ministère de la Justice. Ils nous ont répondu pour dire qu'ils sont en train de corriger ça. Ils ont finalement mis un avis sur le site de USCIS qui pourrait être utile à montrer à vos employeurs en attendant que les comptes individuels soient mis à jour. On a aussi soulevé le problème par exemple, de permis de travail qui aurait pris fin suite à l'annonce dans le journal officiel. On veut s'assurer que ces décisions également sont corrigées pour que, bon, si votre employeur actuel a des soucis ou si vous essayez de postuler pour un nouveau travail, que l'information exacte paraisse dans le système. Vous avez parlé d'une deuxième décision de la juge. Est-ce que vous avez une idée de la date de cette deuxième décision? Je ne sais pas exactement. Je sais que le problème de suspension de traitement des autres comment dirais-je, des autres demandes migratoires, des gens qui sont entrés à travers un de ces programmes de parole, c'est quelque chose qui est relativement urgent et qui porte sur tous les sur toutes les parties qui font partie de ces différentes classes qu'on essaye de faire reconnaître devant la justice. En même temps, on pense qu'il est probable que le gouvernement essayera de demander à la Cour d'appel de bloquer la décision qui a déjà été émise. Alors, je ne sais pas exactement ce que tout cela va signifier en termes de date probable pour une décision sur ces autres thèmes, parce que il est aussi possible qu'on voit d'autres annonces telles qu'on l'a vu pour le programme CHNV. Il n'y a pas eu, par exemple, pour le moment, d'annonce dans le journal officiel pour mettre fin dans le Federal Register, donc pour mettre fin au programme de parole pour les Ukrainiens, pour les Afghans ou autres. Il est possible qu'on voit ça également, et dans ce cas-là, il faudrait qu'on dépose de nouvelles plaintes spécifiquement pour essayer de traiter ces thèmes. Alors, c'est une façon très longue de dire que je ne sais pas exactement. Je pense qu'il est peut-être probable que la Cour attendra que s'il y a une demande auprès du tribunal d'appel pour bloquer la décision déjà émise, il est possible que la Cour attende de voir comment ça se passe avant de d'émettre de nouvelles décisions, mais je ne suis pas dans la tête du juge, je ne veux pas trop m'hasarder. Il y a des milliers de personnes et d'applicants dans le programme de CHNV qui attendent une décision de l'USCIS. Certains d'entre eux ont déjà été approuvés, mais ils n'avaient pas reçu d'autorisation de voyage. Maintenant, je comprends que la décision de la juge, en fait, dans la plainte, il y a aussi un aspect pour les gens qui ne sont pas encore, pour les applicants, donc qui ne sont pas encore arrivés aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications sur cet aspect? Oui, merci de la question parce que ce point-là est important. La plainte portait sur toute une série de thèmes, y compris les droits des personnes
qui, par exemple, voudraient postuler pour ce programme de parole à l'avenir, sur l'annulation du programme en tant que tel, et aussi sur les droits des personnes qui avaient déjà été approuvées et attendaient le voyage. Il est important de clarifier, on avait aussi soulevé les façons dont les personnes qui avaient parrainé ces personnes, les personnes ici aux États-Unis qui avaient parrainé ces demandes, parce que chacune de ces demandes de parole exigeait un parrain ici aux États-Unis qui se portait garant, etc. On avait soulevé tous ces thèmes-là. La décision de la juge Talwani porte seulement sur les droits des personnes qui sont actuellement aux États-Unis et actuellement avec un parole toujours valide. Il n'y avait pas de toute façon de possibilité pour les gens qui étaient entrés à travers le programme CHNV de demander une nouvelle période de parole. Donc ça, c'est une possibilité qui n'existait pas bien avant qu'on ne dépose cette plainte. Donc, ces autres questions font partie de la plainte, mais ce qu'on a obtenu pour le moment, ce n'est pas une décision sur la plainte, c'est pas une résolution finale du dossier, n'est-ce pas? C'est plutôt une mesure provisoire, une injonction provisoire pour essayer de parer au plus urgent et d'empêcher les plaignants qui semblaient, du point de vue de la Cour, les plus susceptibles de souffrir des dommages qui ne seraient pas réparables au cas où on gagne, en fin de compte, devant la Cour. Donc, il y a une possibilité, aussi minime que soit-elle, que la juge demande à l'administration Trump de continuer le traitement des applications en cours. Il est possible que parce qu'on est actuellement engagé dans un processus qui pourrait être assez long. Et il est possible qu'au terme de ce processus, que la juge prenne une décision en faveur de la classe de plaignants qui inclut des personnes qui ne sont pas ou qui portent aussi sur des personnes qui ont déjà des permis approuvés, dont certains sont dans des situations tout à fait difficiles dans leur pays d'origine. Donc, ce n'est pas du tout que je cherche à minimiser les difficultés de cette situation-là. C'est simplement que, pour cette mesure provisoire d'urgence, ces gens-là n'ont pas été inclus. Oui, donc lors des séances d'audition, la juge, elle avait mentionné le fait qu'elle n'avait pas la possibilité d'établir les politiques migratoires de l'administration en forçant l'administration à traiter et les données, les applications en cours. Donc, c'est-à-dire il y a quand même beaucoup de chances que la juge décide en faveur de l'administration Trump en ce qui concerne les gens qui ne sont pas encore aux États-Unis. Donc, je voudrais que vous nous donniez quelques informations ou bien votre opinion sur ça. Bon, pour ça, je pense qu'il faudra qu'on attende la décision de la justice qui, sur ce point-là, pourrait prendre assez longtemps. Disons qu'il est important de comprendre qu'il y a une distinction entre le droit de l'exécutif de décider de ses politiques migratoires en conjonction avec le Congrès et l'obligation du pouvoir exécutif de prendre des décisions par rapport aux droits des individus de façon conforme à la loi. Donc, ce n'est pas que ce soit impossible pour une administration de mettre sur pied un programme de parole de ce genre ou d'y mettre fin. Mais le problème qu'on a soulevé, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ça n'importe comment. Ils ne peuvent pas faire ça de façon qui n'est pas conforme à la loi, sur des bases qui sont fausses, par exemple, ou de façon arbitraire ou capricieuse. Et c'est ça, disons que c'est ça le point principal de notre demande en ce qui concerne, de notre plainte, en ce qui concerne le programme ces programmes dans leur ensemble. Il y a aussi les gens qui sont arrivés ici aux États-Unis à travers l'application CBP One via la frontière sud.
Donc, l'administration avait décidé de révoquer leur statut légal également, mais on n'entend pas, donc, on n'entend pas vraiment s'il y a des informations concernant les plaintes déposées ou bien est-ce que la décision de la juge concerne cette catégorie de personnes également. Ah oui, oui, justement. La décision de la juge Talwani et notre plainte, d'ailleurs, ne porte absolument pas sur le parole, sur le statut des personnes qui étaient entrées aux États-Unis à travers, je ne veux pas lire le programme parce que c'est plutôt un app, CBP One, qui était un système qui permettait aux gens de prendre un rendez-vous préalable à un poste d'entrée le long de la frontière sud. Ce qui se passait en général, pas toujours, mais en général, c'est que quand les gens se présentaient avec leur rendez-vous à travers ce fameux app du CBP One, dans la majorité des cas, on les faisait entrer ensuite aux États-Unis avec un document où il était écrit parole. Et en général, c'était une façon de ne pas les mettre en détention et c'était aussi une façon pour DHS de leur permettre d'accéder à un permis de travail. Et dans les dernières phases de ce programme, l'USCIS traitait ces demandes de permis de travail assez rapidement. Donc, pour permettre aux gens de vivre une vie digne en attendant le déroulement de leur procédure devant les tribunaux d'immigration. Et c'est là la différence notable entre le parole des personnes qui étaient entrées à travers le programme CBP One et les gens qui étaient entrés avec le programme CHNV. C'est-à-dire que les gens qui entraient aux États-Unis avec le programme CHNV avaient un statut légal aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas passibles de mesures d'expulsion, à moins que l'administration ne mette fin à leur programme, à leur statut de parole, ce que l'administration a actuellement essayé de faire. Mais par contre, les gens qui étaient entrés à travers le programme CBP One ou à travers un rendez-vous CBP One, pour la plupart, ils recevaient presque simultanément un document disant qu'ils avaient ce parole et un autre document qui les sommait de comparaître dans une procédure d'expulsion devant le tribunal d'immigration. Et pour beaucoup d'entre eux, bon, c'était une façon ça leur donnait un tribunal où ils pouvaient présenter d'autres demandes, principalement des demandes d'asile. Mais parfois aussi, ils pouvaient parfois aussi demander, par exemple, le TPS à part. Mais donc, la différence, c'est que ces gens-là n'étaient pas ici en statut valide de façon à empêcher leur expulsion. Et de façon générale, quand les gens ont un statut de parole, comme on dit, et le perdent, ça a généralement deux conséquences. La première, c'est que s'ils ont un permis de travail associé à ce statut de parole, le fait de mettre fin à leur statut de parole met fin également à leur permis de travail associé. Donc ça, c'est un dommage important pour la plupart des gens parce qu'on a tous besoin de travailler pour vivre et pour conduire et pour les autres nécessités de la vie. Mais l'autre problème, c'est que aussi, ils perdent leur statut légal, n'est-ce pas? Mais pour les gens, et donc ils ont la crainte que l'immigration pourrait essayer de les expulser, etc. Le problème, c'est que les gens qui étaient entrés par le CBP One étaient déjà en procédure d'expulsion. Et je crois que c'est ça qui n'était pas du tout clair dans ces mails et ces communications très effrayantes que les gens ont reçues l'autre jour, c'est qu'ils recevaient quelque chose qui les sommait de quitter les États-Unis dans les 7 jours. Mais la plupart de ces gens ont une procédure en cours devant un tribunal d'immigration quelque part. La plupart d'entre eux ont des dates futures d'audience où ils sont tenus de comparaître. Donc, leur obligation légale, c'est justement de ne pas quitter les États-Unis dans les 7 jours, mais plutôt de comparaître à leur audience. Et je crois que autrement dit, le fait qu'on mette fin à votre parole, si vous êtes ici avec un parole CBP One et que vous avez une procédure en cours devant un tribunal d'immigration, le problème, ce n'est pas vraiment la fin du parole CBP One en tant que tel. Le problème, c'est que, bon, si vous avez un permis de travail qui dépend de ce statut de CBP One, ou de ce parole CBP One, ce permis de travail a été annulé.
mais si vous avez, par exemple, une demande d'asile en cours, qui est en cours depuis plus de 150 jours, vous pouvez postuler pour un nouveau permis de travail sur cette base. L'autre problème, et c'est ça vraiment l'aspect effrayant de la chose, c'est que DHS avait déjà dit que la raison pour laquelle il voulait mettre fin à toutes ces formes de parole, que ce soit CBP1 ou CHNV ou autre, hein, c'était parce qu'il voulait avoir la possibilité d'essayer de procéder à des expulsions sommaires des personnes qui étaient ici avec toutes ces formes de parole. Il est important de signaler qu'il existe une autre plainte en cours devant le tribunal de première instance fédéral à Washington en ce qui concerne l'illégalité, ou enfin, qui argumente qu'il n'est pas légal pour l'immigration d'essayer d'expulser de façon sommaire sans rendez-vous devant la justice ou devant un tribunal d'immigration, disons, de personnes qui étaient entrées aux États-Unis avec la permission du gouvernement américain avec parole. Okay? Donc, cette demande est déjà en cours. Elle n'avance pas actuellement très vite pour la simple raison que le gouvernement, pour le moment, n'a pas essayé de faire ça, n'a pas essayé d'appliquer ces mesures d'expulsion sommaire à des personnes qui étaient ici aux États-Unis avec parole, par exemple. Donc, cette expansion a été annoncée, mais elle n'a pas été appliquée pour le moment. À partir du moment où on commence à voir des cas de ce genre, que ce soit des personnes qui étaient entrées avec CBP1 ou autre, les avocats qui représentent les plaignants devant le tribunal à Washington dans ce cas-là seraient tout à fait prêts à courir au tribunal pour demander des mesures d'urgence. Donc, il n'y a pas de plainte en cours maintenant. Il n'y a pas à ma connaissance, ok? Il n'y a pas à ma connaissance, et bon, ces décisions sont récentes, il y a beaucoup de tribunaux aux États-Unis, mais à ma connaissance, il n'y a pas de plainte en cours pour attaquer l'annulation du parole CBP1 en tant que tel, non. Par contre, certaines des conséquences néfastes, et en particulier la possibilité qu'ils pourraient essayer de procéder à des expulsions sommaires, c'est quelque chose qui avait déjà été prévu, et une collection d'avocats, dont Justice Action Center, avec qui on travaille sur la plainte dont on discute en ce moment concernant les programmes de parole catégorique, ont déjà une plainte en cours qui serait susceptible d'accélération en cas de conséquences pratiques. Donc aujourd'hui, quel devrait être le comportement des gens qui ont reçu le message du gouvernement leur demandant de quitter le pays le plus rapidement possible? Je crois que ce que les gens dans ces cas ont de mieux à faire, et je dirais la même chose pour les personnes qui font partie de notre classe de plaignants dans ce litige portant sur le CHNV, c'est dans la mesure du possible d'essayer de consulter un avocat d'immigration compétent pour essayer d'avoir un avis sur leur situation individuelle. Et je dis ça en sachant que les ressources dans ce domaine sont sous pression en ce moment, qu'il n'y a pas le nombre d'avocats et la quantité de ressources, en particulier bénévoles, qu'il faudrait, mais dans la mesure du possible, essayer d'obtenir une consultation par rapport à leur situation, parce qu'il y a pas mal de nuances par rapport aux situations individuelles. Mais disons que, en général, quelqu'un qui est en procédure devant un tribunal d'immigration, qui a une date d'audience future, devrait normalement pouvoir se présenter à cette audience, et quiconque veut quitter les États-Unis avant une audience déjà programmée aux États-Unis devrait absolument essayer d'obtenir une aide juridique pour essayer de faire ça de façon conforme à la loi, et pour essayer de minimiser les conséquences qui pourraient en découler. Parce que je sais qu'il y a déjà certaines familles qui ont quitté les États-Unis à la hâte suite à cette décision parce qu'elles avaient peur d'être séparées de leurs enfants. Bon, évidemment, il y a énormément de craintes que je comprends, mais je trouve que le texte de ces notifications
était assez malhonnête, franchement, dans la mesure où ça n'incluait pas vraiment l'étendue des scénarios que les gens pouvaient avoir, et le fait que certains d'entre eux ont soit le droit, soit même l'obligation de rester aux États-Unis pour pouvoir se présenter à d'autres audiences futures. Il y a évidemment aussi des personnes qui ont des demandes d'asile en cours, il y a des personnes qui peuvent avoir des demandes de TPS en cours. Toutes ces personnes-là devraient essayer d'obtenir un conseil pour décider ce qu'ils veulent faire. Donc, il y a aussi le programme de statut de protection temporaire. On a vu que l'administration avait décidé de l'abroger pour les Vénézuéliens et diminuer la durée pour Haïti et d'autres pays. Et est-ce que au niveau de Action Justice Center et Human Rights First, donc vous êtes aussi impliqué dans cette plainte déposée au niveau de la Californie, donc dans un tribunal de première instance dans l'État de la Californie, sur cette affaire? Non. La réponse courte est non. Et je vous conseillerais sur ce point peut-être de demander à un de nos collègues là-bas de venir de venir en parler. Mais évidemment, il y a des recoupements d'intérêts dans la mesure où certaines des personnes qui font partie du dossier que nous gérons ont aussi des droits qui sont appliqués par cet autre litige, mais ce n'est pas un cas sur lequel on travaille. Donc vous avez commencé à aborder ce point. Il y a des gens qui sont aujourd'hui terrifiés donc à l'idée d'être déportés, d'être séparés de leurs enfants. Donc, certains d'entre eux pensent à traverser vers la frontière nord avec le Canada, mais c'est pas aussi facile que cela a été il y a de cela quelques années, puisque le Canada a augmenté les contrôles au niveau des frontières. Quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui a le TPS ou bien le programme humanitaire ou quel que soit d'autres programmes, donc qui pense traverser mais n'ayant personne au Canada? Qu'est-ce que vous voulez leur donner comme conseil? Bon, je devrais commencer par dire que je ne suis pas avocate au Canada. Et donc, la question que vous posez là a deux volets. Le volet américain, sur lequel je peux donner un avis, mais aussi le volet canadien. Il existe un accord entre les deux pays qui est entré en vigueur en 2024, qui de façon générale interdit à une personne venant des États-Unis de demander l'asile à la frontière canadienne. Et il y a des exceptions à cela, et vous faisiez allusion à des personnes qui n'auraient personne au Canada. Pour les gens qui ont des gens au Canada et qui sont réfugiés, il y a des exceptions qui existent. Mais pour ça, il faudrait vraiment consulter un avocat du côté canadien de la frontière. En ce qui concerne le volet américain, il est important de savoir que ce ne sont pas seulement les Canadiens qui ont renforcé les contrôles à la frontière nord, aussi du côté américain pour les gens qui seraient refoulés par le Canada, et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens actuellement. La police des frontières aux États-Unis, CBP, détiennent les gens en général à leur retour aux États-Unis, et il est possible, par exemple, pour quelqu'un qui serait ici avec un statut de parole, surtout si c'est par exemple un statut de parole CBP-1, l'administration a le pouvoir d'annuler ça au cas par cas. Et le problème, c'est qu'on voit un nombre croissant de détentions à la frontière nord, et que d'après ce que j'entends, la majorité des personnes qui sont détenues initialement ont des difficultés pour obtenir une mise en liberté provisoire pour attendre la suite de leur procédure. Donc, c'est quelque chose que je ne conseillerais certainement pas en général pour les gens qui pensent que c'est réellement une option pour eux. Il faudrait prendre un conseil du côté canadien et s'organiser, parce que pour les gens qui peuvent, qui remplissent un des critères d'exception,
généralement, il faut avoir des preuves de cela en main. Généralement, il faut avoir la personne qui serait la raison de l'exception du côté canadien présente au moment de l'arrivée, etc. Il y a toute une série de pas à organiser. Mais je crois que il y a un sentiment de panique généralisé en ce moment et je comprends, d'un point de vue humain, je comprends ça absolument, mais ça peut aussi mener les gens à prendre des décisions hâtives contraires à leurs intérêts. Pour les gens qui sont couverts par la plainte qu'on a en cours à Boston, nous sommes, en tant que représentants de cette classe de personnes, nous sommes tenus de communiquer avec eux et de les tenir informés du déroulement de ce dossier. Et on a une page Internet où les gens peuvent s'inscrire s'ils sont entrés par le CHNV, qu'ils ont un parole toujours en cours de validité. Ils peuvent s'inscrire pour obtenir des mises à jour qu'on fournit au fur et à mesure du déroulement du dossier dans les différentes langues parlées par les personnes qu'on représente, y compris le créole haïtien. Et ça vise à essayer de réduire un peu la confusion et on espère aussi la panique, mais en même temps de donner aux gens des informations honnêtes sur leur situation. Alors voilà, mais je ne conseillerais absolument pas aux gens de se précipiter à la frontière nord. Disons que dans la majorité des cas en ce moment, c'est une façon rapide de se retrouver en détention. Le gouvernement donc, fait circuler maintenant beaucoup de confusion. Il y a une demande d'enregistrement pour les non-citoyens, les personnes qui ne sont pas des citoyens américains, et il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par le programme CHNV et Parole humanitaire, d'autres programmes, donc qui se demandent si elles doivent inscrire dans le registre et de l'USCIS comme exigé par l'administration. Est-ce qu'il y a des informations que vous pouvez partager avec nous sur qui devrait remplir la forme de l'USCIS? La plupart des gens qui sont déjà passés par un processus où ils ont été photographiés, ils ont eu leurs empreintes, ils ont donné leurs empreintes à l'administration, il y a eu des vérifications sécuritaires et de surcroît, on leur a délivré un permis de travail, on considère qu'ils sont déjà enregistrés. Il y a l'obligation de maintenir sur sa personne une preuve d'enregistrement qui est un thème séparé, mais le permis de travail généralement marche dans ce sens. Mais j'aimerais juste éventuellement vous envoyer un mail par rapport à ça par la suite parce que je ne voudrais pas, je veux m'assurer qu'il n'y a pas d'autres scénarios que je ne m'imagine pas là sur le coup qui pourraient être différents. Maintenant, on va terminer. Ça fait longtemps quand même que vous partagez des informations avec nous et ça nous fait plaisir. Maintenant, pour l'organisation Human Rights First, comment vous vous tenez puisque l'administration maintenant est très hostile aux organisations et supportant les immigrants. Donc, elle coupe les budgets, donc les fonds alloués aux organisations non gouvernementales. Et je sais que vous faites un travail extraordinaire pour les immigrants. Comment vous vous débrouillez à ce niveau, si vous pouvez quand même partager avec nous pour terminer? Disons qu'on a ce qui maintenant semble une chance, qu'on n'a jamais reçu de fonds du gouvernement fédéral dès le début. On avait refusé ça depuis notre fondation par souci d'indépendance plus qu'autre chose. Ce qui fait que, bon, d'un côté, le financement a toujours été une difficulté, mais d'un autre côté, on n'est pas spécialement affecté par ça, par les différentes éliminations de financement qu'on a vues dernièrement. Évidemment, comme la plupart des ONG aux États-Unis, on reçoit un financement de certaines fondations qui sont aussi des cibles potentielles pour cette administration. Donc, je ne dis pas qu'on n'est pas sujet à des effets secondaires. C'est absolument un souci. Mais disons que pour le moment, on a un peu la même bataille de survie qu'on a toujours vécue. Et bon, on continue à travailler.
Y a-t-il un site Internet pour ceux qui souhaitent faire des contributions à l'organisation Human Rights First? Oui, notre site web, c'est Human Rights First, en toutes lettres, .org. Et pour ceux qui ont les moyens, on est toujours reconnaissant de toute contribution, de quelle que soit la quantité. C'est très gentil à vous. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaiteriez aborder et j'ai pas abordé dans cette interview? Je crois que la seule chose est que pour les gens qui sont directement affectés par cette plainte qu'on a en cours à Boston, j'encouragerais vivement les gens à s'inscrire pour avoir des informations, des mises à jour périodiquement. Il y a certains dossiers de ce genre où il y a déjà, disons, une infrastructure de soutien au thème soulevé par le dossier. Et donc, ça facilite la communication avec les communautés. Alors que ce dossier-là, c'est un peu moins le cas. Et donc, comme il y a énormément de personnes qui sont affectées par ça et que par définition, il s'agit de personnes qui sont aux États-Unis depuis une période assez minime, ça pose une difficulté pour nos obligations de communiquer avec le public, de communiquer avec les personnes qu'on représente, de pouvoir s'assurer qu'on représente réellement leurs intérêts. Et donc, dans la mesure où les gens peuvent s'inscrire avec nous pour obtenir ces informations, je crois que je vous avais envoyé le site internet où les gens peuvent faire ça. Je crois que ce serait utile pour eux individuellement, mais aussi utile pour nous comme avocats pour s'assurer qu'on remplit notre devoir de représentation. Merci infiniment, Madame Hughes. Ça a été un grand plaisir de vous avoir avec nous et pardonnez-moi pour la durée parce qu'on avait vraiment beaucoup d'informations et beaucoup de questions et surtout par rapport aux questions que nous recevons chaque jour et des personnes concernées par ces programmes, que ce soit CHNV ou bien l'application CBP One. Merci beaucoup. Non, c'est à moi de vous remercier. Je reçois les mêmes questions que vous, je pense, et c'est une façon de donner un peu une réponse collective à certaines d'entre elles. Donc, merci beaucoup. D'accord. Avec nous, Madame Anwen Hughes, directrice stratégique à l'organisation Human Rights First. Avec elle, nous avons abordé le dossier, donc la décision de la juge Talwani sur le programme CHNV, donc Haïti, Cuba, Venezuela et Nicaragua. Nous avions aussi abordé le dossier des immigrants entrés aux États-Unis via l'application CBP One à travers la frontière sud. Je vous encourage de vous abonner à toutes les plateformes de Caribbean Television Network sur Facebook, YouTube, Twitter, X, Roku, Amazon TV Fire, et afin de rester informé sur toutes les informations concernant l'immigration ici aux États-Unis. Merci beaucoup à tous et à toutes. Mon nom